parle de quoi hein? Bah, je sais pas, on va peut-être parler de Wonderwall un petit peu. Au hasard. C'est parti. C'est pas con. Fred, Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Deux co-scénaristes donc sur une nouvelle série chez Delcourt. Ce n'est pas votre première coproduction. Est-ce que c'est l'amour de l'histoire qui vous a réunis? Non, c'est l'amour de Fred Blanchard qui nous a réunis en fait. Non, c'est le directeur de collection de série B qui s'appelle Fred Blanchard, avec qui on travaillait mais de manière séparée, qui avait dans l'idée depuis très longtemps, nous a-t-il avoué bien après, de nous réunir. Et c'est vrai qu'on a fait un essai sur la série Jour J, qui s'est bien passé, et puis on a continué. Voilà. J'ai rien à ajouter. Alors, avant peut-être, si quand même, de parler de cette nouvelle série, pour écrire à 4 mains, il faut bien se connaître. Comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous répartissez le travail d'écriture, la maturation et l'élaboration du récit? Bah, au départ, on s'est dit qu'on allait déjà essayer d'en faire un. Et puis si, donc c'était le premier, en fait on a commencé à en écrire deux, le premier et le deuxième Jour J quasiment en parallèle, et en se disant, bah, si à la page 30 du premier on s'entretue, le survivant continuera seul. Et en fait, bah, et touchera des droits. On en est à bientôt de paru une vingtaine d'albums et d'écrits une trentaine. Donc non, ça se passe bien. Alors bah, on se rencontre tous les mois, tous les trois, Blanchard, Péco, Duval. Généralement aux éditions Delcourt, on a notre petit bureau, voilà. Comme le bureau scénario. Voilà, pareil. Et puis là, dans ces réunions-là, bon, on structure les albums, c'est-à-dire qu'on détermine un peu une espèce de synopsis poussé, mais oralement. Il y en a un qui prend des notes, donc à la fin, ça donne une espèce de quand même de ligne, une structure sur ce, voilà. Et puis après, soit Jean-Pierre commence, c'est-à-dire qu'il écrit des dialogues sous forme presque théâtrale, je dirais. Et par là-dessus, moi je fais un découpage, mise en scène, des indications poussées pour le dessinateur. Ou alors je commence, j'ajoute des dialogues de contenu. Et puis après, il reprend les dialogues. Voilà. Et troisième, il y a aussi par moment, Jean-Pierre a vraiment une idée assez précise d'un bouquin. Et puis là, il écrit sa pièce de théâtre. Puis moi, là, j'ai un peu moins de boulot sur cela. J'amène mon grain de sel, mais on les structure pas forcément. Il dit, ouais, mais c'est bon, j'ai une idée. Bon, voilà. C'est vraiment un travail fusionnel en fait, où vous ne séparez pas l'un les dialogues, l'autre la structure du récit. Bah, comme à l'arrivée, il y a quand même lui qui est plus sur les dialogues et moi plus sur la mise en scène et le découpage, avec le dessinateur. C'est vrai qu'on a eu le bol en fait, parce que c'était pas évident au départ, peut-être pas rapprocher le micro, c'était peut-être pas évident au départ d'avoir deux scénaristes qui bossaient ensemble, et on s'est aperçu, mais ça c'est totalement fortuit et totalement du hasard, qu'on était très complémentaires. C'est-à-dire que moi j'ai une grande facilité à écrire des dialogues, mais j'ai beaucoup de mal à écrire des mises en scène, découpage par case, angle de vue, etc. Et Fred c'est exactement l'inverse. Et donc voilà, là c'était pas béni parce qu'on avait effectivement la possibilité de rebondir l'un sur l'autre. On aurait été tous les deux des dialoguistes, je dirais, il y aurait eu sans doute un souci. Ou on aurait tous les deux été des metteurs en scène, entre guillemets, il y aurait eu aussi un souci. Bon, là, il se fait que, en fait, on est, voilà, on est dans nos domaines de compétences, chacun de notre côté, ce qui fait qu'en fait, le produit peut fonctionner beaucoup mieux que si on était pas comme ça. C'est idiot, je vous ai fait bosser ensemble parce que vous étiez complémentaires. Non, ça c'est Fred Blanchard qui vient de découvrir un machin, mais pas en fait 10 ans après, c'est la réécriture de l'histoire en fait. Donc on a parlé de Jour J qui continue à vivre bien, je pense. Et donc nouvelle série, Wonderwall, donc la belle série B. Oui. Nouveau personnage qui fait son apparition, l'inspecteur Spadaccini. Voilà, si on prononce. Spadaccini, on dit enfin. Nous on dit Wonderwall, parce que tout le monde l'appelle comme ça. Par rapport aux friandises qu'il consomme à outrance. Vous pouvez nous le présenter un petit peu? Bah, le présenter, c'est un flic perturbé. Disons que ça serait, pour simplifier, une espèce d'inspecteur Harry, mais qui aurait basculé dans les années 80 avec une grosse gueule de bois, en fait. Donc, il est pas si méchant qu'Harry, il tue pas les gens. Par contre, il est très agressif, il est très... Et puis, voilà, et au moment où commence l'histoire, un de ces vieux mythes qu'est l'assassinat de Kennedy remonte à la surface puisqu'il se retrouve à enquêter sur un tueur qui a utilisé la même arme que Oswald
et qui a tiré au moins aussi vite. Donc on est dans la théorie de la balle magique. Voilà. D'où le nom à tiroir de la série. Alors, pour ressortir l'assassinat de JFK, est-ce que ça ne fait pas un petit peu réchauffer? Non, parce que nous, ce qu'on a voulu, c'est justement passer à autre chose. C'est-à-dire que le début de Wonderball, c'est JFK, et puis très vite, on bascule dans autre chose. Donc c'est une espèce de passage de témoin. Enfin, nous, on le fait comme ça, quoi. L'assassinat de JFK, finalement, on va en parler un peu dans les albums, mais ça sera pas le moteur de l'histoire. Le moteur de l'histoire, c'est pas de savoir qui et pourquoi on a assassiné JFK. On le saura à un moment. Là, j'en dis trop déjà, mais on le saura à un moment. Mais voilà, justement, comme presque un coup de théâtre. Non, ce qui nous intéressait en fait, c'est d'avoir la série commence dans les années 80 et le mythe de l'assassinat de Kennedy avec toutes les théories du complot, etc., commence aussi dans les années 80. Et en fait, c'est une période, d'où la dédicace d'ailleurs de Gramsci sur les monstres et le passage d'une époque à une autre, c'est qu'en fait, les années 80, c'est la fin d'une époque. Alors dans les années 80, on ne sait pas, ça c'est évident, puisque historiquement on ne sait jamais quand on vit une époque que c'est la fin de quelque chose ou le commencement d'autre chose. On n'a pas assez de recul. Maintenant on le sait, et c'est les années 70, c'est en fait la fin de l'innocence pour les États-Unis, c'est-à-dire l'espoir de la présidence de JFK se termine dans les années 80. Les années 80, ça va être Reagan, et donc il y a tout volontairement, on a choisi cette période-là parce que c'est le passage d'une époque à une autre. Ça va être le début de l'informatique, ça va être d'un autre côté, mais ça va avoir une grande importance dans les albums qui vont suivre, le début de l'identification des serial killers, puisqu'avant, il y a bien évidemment des serial killers qui existent, mais on ne les identifie pas en tant que tels. C'est dans les années 80, au tout début des années 80, que le FBI identifie en termes de typologie l'existence de types qui tuent les gens de cette façon-là. Et tout ça fait que en fait, l'assassinat de Kennedy, c'est le révélateur de la fin d'une époque et du début d'une autre. D'accord, donc c'est cette époque-là qui sert de terreau en fait à l'histoire. San Francisco, c'est un choix délibéré? Oui, parce que ça correspond aussi à toute une culture, ce qu'on appelait la contre-culture américaine. Elle est née quand même dans les universités comme Berkeley, où il y avait Philip K. Dick, enfin tous ces gens-là, tous les essais avec le LSD, toute la contre-culture de la fin des années 60, disons ce qu'on appelle le Summer of Love, l'été 67. Là on est vraiment dans la fin du rêve, on passe dans autre chose, c'est économiquement, c'est Friedman qui est écouté en Europe par Thatcher, aux États-Unis par Reagan, et ça nous a intéressé parce que en même temps c'est vraiment la naissance de notre monde actuel. Et dans le premier et même dans le deuxième, on ne parle pas encore beaucoup d'informatique, mais on est aussi à San Francisco avec la Silicon Valley qui est là. En fait, on est dans un périmètre en fait, où l'an 2000 est en train de se dessiner. Alors forcément, à l'époque, on pensait peut-être encore que l'an 2000, ça serait des bagnoles volantes, parce que ça, c'était le rêve des années 60, c'est les années JFK, on pensait qu'on aurait des bagnoles volantes, et puis en fait, on a eu des trottinettes. On a parlé de JFK, on a parlé de balles magiques. Est-ce que ce serait spoiler l'histoire que de commencer à parler de complot ou de conspiration globale? C'est ce qu'on ressent un petit peu quand même à la lecture. Non, il y a. Voilà. C'est même l'idée de départ. C'est-à-dire qu'au départ, on avait dans le travail, que ce soit Fred, Jean-Pierre et moi, la première séance de travail de Wonderball, on est tous arrivés avec des idées, plus ou moins, qu'on a réunies. Alors, je ne sais plus qui a amené quoi, d'ailleurs, je serais bien incapable de. Toi, tu avais le nom. J'étais tombé sur un article en attendant un copain à la gare. Je suis tombé sur un article avec justement l'idée du collège invisible. Avec cette entité qui avait essayé de sélectionner des gens pour essayer d'en faire quelque chose. C'était semi-transparent. C'était vraiment dans les années 50-60. Donc on a très très vite monté ce petit complot, je dirais, qui nous sert de socle. Et après, voilà, il existe, c'est le socle de l'histoire, on n'en apprend pas beaucoup dans le premier. Mais nous, on sait ce qu'ils ont fait, on sait pourquoi, et on va s'amuser par d'autres branches, un peu comme,
peut citer X-Files quand même, qui était un modèle d'écriture à ce niveau-là, avec vraiment quelque chose d'établi, mais qu'on apprend par petits bouts, pas forcément dans le bon ordre, voilà. Et par contre avec une grande rigueur sur la narration, c'est-à-dire la narration qui est sur le personnage de Wonderwall, où lui va plus ou moins à chaque bouquin découvrir un peu mieux qui il est. Bah, c'est un des deux Fred, c'est pas moi qui ai eu très bonne idée du pitch, qui a été vendu à Delcourt au début, mais je crois que c'est Blanchard qui a vendu ça avec une phrase qui reflète parfaitement le bouquin. Qu'est-ce que c'est Wonderwall? C'est l'inspecteur Harry qui rencontre X-Files. Ouais. Et en fait, on est exactement là-dedans. C'est toi qui l'as vendu comme ça, Jean-Pierre. Non, je crois que c'est toi qui as vendu ça. C'est pas moi. Moi je voulais Scully, mais ils me l'ont accordé qu'au tome 2, donc le personnage féminin arrive au tome 2 seulement. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas marqué. Il y a pas de personnage féminin. Non. Pour l'instant, non. Non, mais Maggie, elle s'appelle et elle arrive dans le Va y avoir. Voilà. Colin Wilson, donc le dessinateur, est connu en France pour être le dessinateur. Bon, il a fait quelques Blueberry, Jeunesse Blueberry, je crois. Et surtout du Plomb dans la tête. Il en a fait 6 ou 8 des Blueberry. Ah oui, quand même. Du Plomb dans la tête, surtout, qui a été adapté au cinéma. Vous avez déjà travaillé avec lui pour 2 jours J, si j'ai bonne mémoire. Pourquoi ce choix d'un dessinateur qui habite aux Antipodes? C'est lui qui nous a choisi en fait. Moi j'étais un rêve de travailler avec lui parce que je suis un grand fan de Blueberry. Et puis voilà, bon, ça fait longtemps que j'en parlais chez Delcourt, Colin Wilson. Et puis quand on a cherché des gens pour dessiner les jours J, son nom est venu naturellement sur la liste. Il a été appelé, il a accepté, à notre presque étonnement, puisqu'il était dans le comics, bien investi dans des comics. Et donc on a fait un premier jour J, ça s'est bien passé, il était content. On lui en a proposé un deuxième, et puis au moment de lui en proposer un troisième, il a dit non, je préférais qu'il me fasse une série, que Jean-Pierre et Fred, nous deux, m'écrivent une série originale, et ce serait, j'ai envie de m'investir dans une série en Europe, etc. Donc nous, autant vous dire, là on est vachement content. Là, comme si on avait reçu un prix Angoulême, quoi. C'était bien, c'était même mieux. Le fait de connaître le dessinateur, ça influe sur le récit, sur le scénario? Personnellement, tu veux dire? Bien sûr. Ouais, mais surtout le trait, moi, qui m'intéresse. Après, la personnalité... Sa façon de voir l'histoire, de la représenter, est-ce que ça peut modifier quelque part? Oui, mais c'est le trait. Là, moi, je ne parlerai pas de connaître le gars. Le gars, il peut avoir les opinions qu'il veut. Moi, je travaille avec des gens avec qui je discute de politique, etc. Mais c'est pas une nécessité. Le trait. D'ailleurs, Colin, on le connaît très peu. Oui, on le connaît très peu. Mais son trait, par contre, je le connais bien. Je connais mieux son. Mais en même temps, quand on regarde le trait de quelqu'un, on va pas faire de la psychologie de comptoir, mais on a aussi un aperçu de sa personnalité. Nous les scénaristes, c'est le trait, c'est le dessin, c'est la manière dont on va essayer de faire du sur-mesure pour le dessinateur. Ça, c'est vraiment... c'est le plus grand confort pour un scénariste, à mon sens, c'est de savoir vraiment qui va dessiner l'histoire. Par moment, on est obligé d'écrire des scénarios sans savoir qui les dessinera. Moi, je trouve ça un petit peu plus complexe, plus difficile. En tout cas, on va moins loin. Quand on connaît bien, à mon avis, le trait, et voilà, ça avance plus rapidement, peut-être. C'est pas ça, c'est non, ça donne plus de... On connaît l'outil, quoi. Oui, voilà, on a des angles. Tant qu'un dessinateur est un outil, parce qu'après il y a une personnalité, on sait très bien qu'un dessinateur va être en gros plus fort sur les ambiances, ou plus fort sur la psychologie des personnages, ou fort sur les deux. Mais en général, ils ont un point fort. Quand on a quelqu'un qui va être capable en une case de planter une ambiance, on va multiplier ce genre de cases. Voilà. Si on a quelqu'un qui est très très fort sur les personnages, qui en un regard évite 4 lignes de dialogue, donc voilà, donc là ça va donner un découpage avec plus de cases, un rythme différent, voilà, c'est ça. Mais ça c'est notre boulot. Quel sera le rythme de parution de Wonderwall? Vous avez déjà une idée? Oui, normalement on doit tourner à 2 albums par an. Voilà. Puisque Colin nous a dit, là c'est aussi un accord avec Colin, puisque vraiment c'est... on a discuté commercialement, je dirais que c'est plus intéressant effectivement, puisque maintenant avec le rythme des séries télé, etc., un album tous les 1 an, 1 an et demi, c'est des paris commerciaux qui sont très très compliqués du point de vue de l'éditeur. Donc voilà, et Colin nous a dit que lui il était partant pour faire 2 albums par an. Donc prochain tome en mars 2015.
Quand même rapide. Et on espère le suivant pour la rentrée dans un an. Rentrée automne, fin d'été. Donc on envoie une série à suivre relativement rapidement. Le récit est rapide, il est meurtrier, puisqu'on a 18 meurtres, je crois, à mettre au crédit de ce super tireur. Est-ce qu'à ce rythme-là, vous ne craignez pas, avant la fin de la série, d'avoir dépeuplé San Francisco? Ah non, parce qu'on va quitter. Déjà dans le top 2, on quitte San Francisco un petit peu. Donc, alors là, effectivement, il y a 18 meurtres. C'est ce qu'on appelle donc les tueurs de masse. En fait, il ne faut pas confondre les tueurs de masse et les tueurs en série. Donc les tueurs de masse, bah oui, ça tue massivement. Et c'est ce qu'on a voulu montrer. Mais en même temps, c'est les seuls morts du bouquin. Après, c'est que de l'ambiance. Enfin, il y a aussi des meurtres. On voit. Par la fin, il y a un suicide. Il y a un suicide. Il y a des témoins gênants, mais on ne sait pas qui. On fait voilà. Ouais, mais oui, il y a beaucoup de cadavres. Mais c'est un peu aussi la base du polar. Hein. C'est un peu ce qu'on avait voulu. Enfin, c'est aussi un peu l'idée. Enfin, je sais pas pour Fred, mais pour moi, c'est quelque chose qui me fascine quand même pas mal. Le phénomène des mass murders, en fait. C'est-à-dire, à la limite, le serial killer, on peut avoir des explications psychologiques sur. Sa maman n'était pas gentille avec lui, etc. etc. Il torturait les chats quand il était petit, donc il devient serial killer. Et il en tire, chaque fois qu'il tue quelqu'un, il en tire une jouissance. On a ça, on a des références. Le mass murder, c'est quand même quelque chose de très particulier et d'encore plus bizarroïde. C'est-à-dire que c'est un type qui, à un moment donné, va, on va dire, péter les câbles, péter les plombs et tuer un maximum de gens dans un minimum de temps, tout en sachant que n'importe comment, à la fin, il mourra. Ça, l'actualité américaine, malheureusement, nous en fait part. Alors là, et pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes. Là, on s'est beaucoup documenté sur cette affaire-là. Et il y a quelque chose qui ressort de toutes les études des mass murders, c'est que la France est numéro 2. Ah et oui. On s'en rend pas compte, mais rien qu'avec ce qui s'est passé l'année dernière à Marseille, on est numéro 2 des mass murders. Ouais, alors évidemment, les États-Unis sont loin devant, mais donc c'est un phénomène qui touche vraiment les sociétés occidentales, très développées, et qui pour l'instant reste inexpliqué. Ça plombe l'ambiance tout d'un coup. Là. Non, mais j'étais en train de réfléchir à cette position de seconde de la France que j'aurais pas du tout envisagée. Mais voilà, la motivation de ces mass murders est extrêmement multiple, variée. Ça se passe très souvent dans des écoles, au niveau des États-Unis, dans des bases militaires aussi, c'est produit. Là, c'est pas du tout le cas avec notre mystérieux meurtrier, donc on attendra peut-être dans un peu plus. Peut-être qu'il s'est aussi échappé de quelque chose, qui vient d'un système justement où on l'a formé pour ça, et puis voilà, enfin nous là on le révélera pas parce on va pas spoiler, on attendra le mois de mars pour en savoir un petit peu plus. Oui, même, plus quelques mois. Voire même le mois de septembre de l'année prochaine, on va dire. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Je vous en prie, merci. Bonne fin de journée et bonne fin de festival. Ça va aller. Merci. Merci. Impeccable.